Crise sociale et droit à l'éducation, dynamiques qui peuvent se faire prévaloir dans un contexte de dualité ou de complémentarité. La question est posée ce soir pour pouvoir justement nous édifier, pour trouver des réponses à cette question. Nous avons justement un invité de poigne, une dame qu'on ne présente plus, professeur des universités, enseignant des universités, qui n'a pas dans sa langue uniquement le verbe, mais qui tient également l'adverbe. On vous revient juste après cette acte. Question pour nous de faire asseoir notre invité. C'est culture juridique et vous l'avez compris que nous sommes 2 semaines après le début des rentrées scolaires. Raison pour laquelle nous avons tenu à faire chorus avec le mouvement des femmes. Le mouvement des femmes, vous l'aurez compris, qui est initié pour justement l'approche depuis le protocole de Maputo de 2002. Nous avons justement à nos côtés une dame, docteur en droit public, qu'on ne présente plus, Marie-Christine Etembe, docteur. Bonsoir. Bonsoir, cher docteur Atangana. Bonsoir à vos milliers de téléspectateurs à travers le Cameroun et dans le monde entier. Merci pour l'invitation. C'est avec un grand plaisir que je veux partager sur ce plateau sur la question du droit à l'éducation. Ah oui, docteur, on constate quand même que peu de dames orientent leur cursus ou leur curricula universitaire vers le droit administratif. On nous disait déjà dès l'entame, au début de nos formations à l'université, que seul, aujourd'hui, le docteur Odile Tokolo avait bravé, vous vous rappelez, bravé cette sphère. Mais vous, qu'est-ce qui vous a animé pour pouvoir poursuivre vos études dans lesquelles on estime que c'est beaucoup plus réservé aux hommes? En effet, le droit administratif, le droit public en général, ce n'était pas un droit facilement qui acceptait des femmes. Il faut bien que les femmes aussi s'affirment, il faut bien que les femmes relèvent ce défi-là. Et c'est justement dans cette mouvance, dans ce désir de vouloir aussi insérer un domaine aussi fermé aux femmes que je ne me suis pas aventurée, mais que j'ai été séduite. J'étais séduite par l'éloquence de certains grands maîtres quand je les voyais parler avec aisance. Ah, bien sûr. Le professeur Magloire Ondoa, évidemment. Le professeur Mikwaché, évidemment. Le professeur Abanengolo, votre maître. Bien sûr. Le professeur Jimdo Ndomo, Bernard Raymond. Bien sûr. Qu'on appelle communément Bernardo. Ah, bien sûr. Autant de grandes têtes, autant de grandes personnalités dans le droit administratif et le droit public. Donc, c'est un peu ça qui m'a motivé à travailler. Je me suis aventuré à fouiller à Facebook, mais beaucoup plus du côté du Gabon, où j'ai retrouvé une dame qui suit vos pas. Mais ce qui m'a impressionné avant-hier, c'est qu'elle a dit « les hommes vont lire l'heure parce que je maîtrise le droit ». Quelle est votre appréciation par rapport à cette session? Bien sûr, je l'encourage et je suis... Les hommes doivent-ils lire l'heure? Pas aussi dire les hommes doivent lire l'heure. On va travailler avec les hommes, ensemble avec les hommes. C'est un droit qu'on doit construire, surtout dans nos pays africains, surtout au Cameroun. C'est un droit qu'on doit construire. Alors on ne peut pas faire sans les hommes, sans ceux qui sont nos aînés académiques, qui ont tenu nos mains, qui nous ont accompagnés dans ces ambitions-là. Les hommes ne vont pas lire l'heure, on va juste travailler ensemble. On reconnaît quand même en vous que vous étiez celle-là qui encourageait également vos condisciples à aller au-delà de leurs limites pour pouvoir soutenir leur mémoire et briguer leur sélection en thèse. Quel était votre secret?
Et en fait, je suis de nature une personne positive. Je suis positive. Alors, je veux que tout autour de moi, toutes les personnes soient aussi positives. Donc, je n'hésite pas à encourager parce que je sais que les défis, chacun a un potentiel en lui. Chacun a évidemment un potentiel qu'il faut toujours un peu de motivation pour le déployer. Donc, je n'hésite pas toujours à encourager. C'est ça un peu. Docteur Marie-Christine Etembe et éducation, il n'y a comme pas à faire une question à poser. Pour vous, donc, justement, qu'est-ce qu'on peut donc retenir du fondement juridique du droit à l'éducation au Cameroun? Le droit à l'éducation au Cameroun, c'est d'abord un droit très important parce qu'il est parmi les droits fondamentaux des individus. Il est d'abord au niveau international consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Le 10 décembre 1948. Oui, du décembre 1948. Et par les conventions qui protègent les enfants, par exemple de l'UNESCO. Là, c'est à l'échelle internationale. Et maintenant, à l'échelle nationale, nous avons la Constitution du 18 janvier 1996, n'est-ce pas, qui déjà consacre le droit à l'éducation en donnant, n'est-ce pas, au législatif, au pouvoir législatif, de connaître des questions qui relèvent de l'éducation, précisément dans l'article 26, justement, alinéa 5 du petit F. Voilà, donc, et plus bas, nous avons la loi d'orientation de l'éducation au Cameroun, cette loi-là même qui implémente de façon concrète ce droit-là qui permet, n'est-ce pas, à l'individu d'être épanoui de façon personnelle et de façon sociale. Donc c'est un droit qui est très important. Il relève des droits subjectifs de l'être humain, de l'individu. C'est-à-dire que l'individu, lorsqu'il ne bénéficie pas de ce droit ou alors lorsque ce droit ne lui est pas reconnu, a, n'est-ce pas, la prérogative de le revendiquer où qu'il soit parce que c'est un droit inhérent à l'épanouissement même de l'individu. Un peu comme le droit à la vie, comme le droit, n'est-ce pas, à un logement, comme le droit d'aller et de venir dans un état, le droit à la communication aussi. Donc, c'est... Docteur, comment appréciez-vous donc le système éducatif camerounais en période de crise sociale aujourd'hui? Parce que justement, vous avez convoqué un certain nombre de droits. Le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à l'enseignement. Mais ces droits sont généralement énumérés lorsqu'il n'y a pas de crise sociale. Mais le Cameroun traverse une crise sociale intense. Depuis 2016, on convoque la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et depuis 2019, on convoque la crise de la pandémie du Covid-19. Comment est-ce qu'on peut donc apprécier un droit à l'éducation en période de crise aussi grave et intense? Ce n'est pas du tout facile vraiment, parce que le droit à l'éducation a connu beaucoup de bouleversements parce que c'est d'abord la situation économique, socio-économique du Cameroun qui va déterminer, qui va un peu influencer sur le droit de l'éducation. Parce que, voyons-nous, lorsque la population est pauvre, les gens ne peuvent pas aller à l'école. Les parents ne peuvent pas facilement inscrire des enfants à l'école parce qu'ils penseront d'abord à comment subvenir à leur premier besoin qui est la nutrition. Alors le droit à l'éducation a été un réel défi à relever pendant ces crises sociales. Je vais aller un peu plus loin avec la crise de Boko Haram à l'extrême nord parce que l'extrême nord est la région du Cameroun qui a beaucoup été touchée avant la crise, qui n'était pas déjà trop scolarisée, il faut le dire, et avec maintenant les différentes crises commençant par Boko Haram et descendant par les crises du côté de nos frères anglophones et la pandémie, vraiment ça fait beaucoup trop de crises. Mais je veux m'en féliciter du gouvernement camerounais qui a su vraiment résister, n'est-ce pas, qui a su mettre en œuvre, qui a su sauver l'éducation, s'il faut le dire ici, qui a su sauver le droit à l'éducation parce que face à toutes ces pandémies,
les enfants sont allés à l'école. C'est vrai qu'il y a eu d'abord une fermeture des écoles, des établissements, mais il y a eu beaucoup d'avancées, beaucoup de réflexions dans le sens de sauvegarder le droit à l'éducation. Je vais parler ainsi des plateformes éducatives qui ont été mises sur pied pour sauver le système éducatif, pour sauver l'éducation des enfants. Il y a aussi les téléenseignements. Je me rappelle la chaîne de télévision Mère qui diffusait des enseignements. C'est la Chia TV. La Chia TV, effectivement, qui diffusait des enseignements chaque après-midi pour aider des élèves, pour aider des apprenants, pour les permettre de ne pas être totalement lésés en déphasage des enseignements, puisque avec la Covid, les enfants ne pouvaient plus aller à l'école, ne pouvaient plus se réunir, on ne veut plus d'affluence et puis ce rapprochement-là pour éviter la propagation de la pandémie. Mais l'État camerounais a vraiment su lier, résister à tous ces bouleversements-là entre les crises et le droit à l'éducation. Docteur, comment appréciez-vous donc le système éducatif camerounais à l'ère de ces différentes crises? Le système éducatif camerounais, c'est un système déjà diversifié. Il est diversifié. Et je crois que le Cameroun a... C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, mais le Cameroun est à la hauteur. Le système éducatif camerounais est à la hauteur. Parce que nous avons déjà deux sous-systèmes, francophones et anglophones. Ce n'est pas donné à tous les pays. Pour que chacun se retrouve, pour que chacun essaye de s'insérer dans un système qui sied mieux à sa culture, à son origine et à ses coutumes. Le système anglophone pour beaucoup d'anglophones, mais ce n'est pas exclu pour certains francophones d'y accéder aussi, et le système francophone. Donc, en dehors de ça, il y a le secteur privé, il y a les partenaires privés qui ont été aussi associés pour une éducation de qualité, pour une éducation qui prend en compte toutes les réclamations et les défis de l'évolution de la société. Alors le système éducatif camerounais, vraiment, je vais dire, a été à la hauteur. Il a été à la hauteur, il a été vraiment performant, il a été résistant, il a été, je veux m'aller au... On peut dire résilient. Résilient, il a été résilient parce que nous voyons des statistiques au niveau des examens officiels, des BTS, au niveau du baccalauréat, du probatoire, du BPC et même du CEP, du CEP. C'est des chiffres, des pourcentages à encourager. Je crois que quelqu'un disait même depuis un bon bout, l'éducation, le système éducatif n'a pas connu dans les examens officiels cette hausse dans le pourcentage de réussite. Moi, je pense que le système éducatif camerounais a été à la hauteur. Il a été aussi résilient parce que, disons, c'est pas ça qui était attendu en regardant ce qui se passait à l'extérieur, en regardant les cas de décès que, par exemple, la Covid faisait à l'extérieur. On se disait que dans les pays africains, ce sera écrasant. Mais ça n'a pas été le cas. Et ce qui a permis que le système éducatif soit sauvé, il soit encore debout jusqu'à aujourd'hui. Si le système éducatif camerounais a donc été résilient d'auteur, alors que faut-il faire pour que ce système soit plus performant? Docteur, vous savez, dans le système éducatif, l'éducation même en général, c'est un côté, un domaine très sensible, un domaine très important dans la nation parce qu'il forme des hommes, il forme des personnes qui vont dans le futur, qui vont dans l'avenir, entrer aux affaires et gérer l'État. Donc, tout dépend des objectifs de l'État. Tout dépend, oui, tout dépend des domaines que l'État veut développer pour
atteindre un objectif pour atteindre un certain objectif, comme par exemple dans le DSS. Oui, tout dépend donc. Alors, le Cameroun, c'était d'abord de scolariser, c'était l'éducation pour tous, c'était l'éducation gratuite pour le primaire, le primaire, le secondaire et le supérieur. Donc, tout dépend donc, comme je disais tantôt, de ce que l'État veut implémenter, de la politique que l'État veut impulser afin de former ou alors de former des personnes vraiment capables de pouvoir gérer demain et de pouvoir assumer la continuité, la perpétuité de l'État et d'apporter un plus au développement économique, développement social et améliorer les conditions de vie des uns et des autres. Il y a par exemple, dans le système éducatif du Cameroun, par exemple le domaine de l'agriculture. Il y a eu une année, je crois les 2 ans aujourd'hui, que l'État voulait développer l'agriculture pour que cette agriculture-là ait un impact dans l'économie. On a mis sur pied un lycée agricole du côté de Njombe. Et effectivement, donc je disais donc tantôt, tout dépend donc de la volonté de l'État et des objectifs que l'État s'est fixés pour soit revoir le système éducatif, soit le maintenir tel qu'il est. Et tout dépend aussi de la société. Comme par exemple, nous avons eu des revendications au niveau d'une grande école de formation, dans les revendications issues des zones anglophones. Donc tout dépend de l'État. Donc on convoquait la réforme de l'ENAM. Voilà. Il faut le dire, il faut que l'ENAM s'arrime au modèle de l'État unitaire décentralisé. On va voir dans la même enceinte ceux-là, des personnels qui sont formés pour gérer les collectivités locales aux côtés de ceux-là qui sont formés pour gérer la mission centrale. Un peu comme la réforme de l'ENA en France. Oui, c'est ce que je disais tantôt. Exactement. Voilà, donc il y a cela, il y a aussi le phénomène des TIC. Donc si l'État veut développer un secteur, alors il vient dans le secteur éducatif, dans le domaine de l'éducation, il implémente des politiques qui vont propulser ce secteur, qui vont davantage développer ces secteurs. Donc c'est comme ça que ça fonctionne un peu. Mais docteur, il y a quand même un souci, c'est que entre ce que l'État a énoncé jusqu'en 2016 et aujourd'hui, il y a eu une crise sociale. Il y a eu la crise dite du NOZO, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest. Et après cette crise, 3 ans après, on a traversé, le Cameroun a subi ce que d'aucuns ont appelé justement la crise due à la pandémie au Covid-19. Alors, la question aujourd'hui est de savoir si vous pouvez dresser la carte scolaire du Cameroun bien avant ces différentes crises. Comment se situe la carte scolaire? Et effectivement, docteur Atangana, la carte scolaire du Cameroun est influencée par l'environnement socio-économique du Cameroun. Voyez-vous, dans les années 2000, avec la sortie des programmes d'ajustement structurel 2000-2006. Voilà, nous sommes entrés donc dans une nouvelle phase où la dette du Cameroun était remise. Exact. Maintenant, l'État avait donc, à cette période-là, bénéficié des financements et de beaucoup de financements, ce qui a permis, ou alors ce qui a conduit à la gratuité de l'éducation. En ce moment-là, justement, ça n'a pas posé de problème, ça n'a pas tardé. On a eu une augmentation de la scolarisation au niveau du primaire, au niveau du secondaire. Cette politique devait s'étaler sur une durée de 10 ans, c'est-à-dire de 2001 à 2011. 2000 à 2011, on a connu, il y a eu vraiment un travail de fond, il y a eu vraiment un travail énorme. On a connu une hausse, même dans l'extrême nord. Dans les périodes-là, il y avait le nord-ouest, il y avait l'est, les 2 régions du Cameroun qui étaient un peu sous le seuil de la pauvreté, sous le seuil de la normale, et qui étaient par ricochet sous-scolarisées.
mais avec la gratuité de l'éducation, on a eu tous les objectifs en ce sens-là ont été atteints, parce que nous avons les statistiques qui viennent de l'UNESCO, parce que le domaine éducatif, comme je le disais un peu plus haut, c'est un domaine très sensible. Il est suivi même à l'extérieur par des organismes internationaux. Donc l'UNESCO a dressé donc des statistiques, des études ont montré qu'il y a eu réellement une hausse dans la scolarisation, une hausse même dans l'alphabétisation des personnes âgées, des personnes... des individus, pas des enfants, donc des personnes adultes, je vais dire des personnes adultes. Il y a eu une réelle hausse, une réelle remontée de la scolarisation des enfants. Mais alors maintenant, quand il faut venir parce que entre 2011, 2013, 2014, pour réimplémenter, pour faire la somme, pour faire... ce qu'on appelle Soma Divisio. Voilà, pas Soma Divisio, je vais dire, mais pour faire un recensement, pour faire une mise au point, voilà, de la politique. On a donc trouvé que effectivement ça a marché, mais il y a donc eu un autre problème qui a été soulevé, à savoir la baisse de certaines activités. Il y avait la baisse de certaines activités qui n'a pas permis toujours aux parents d'envoyer les enfants à l'école. Il fallait donc que le ministère de l'Éducation de base, qui était le ministère de l'Éducation nationale à l'époque, s'est donc éclaté en plusieurs ministères. Ministère de l'enseignement supérieur, ministère de l'enseignement supérieur, ministère de l'enseignement secondaire. Voilà, c'est ce qui a donc donné tous ces ministères que nous avons pour mieux faire asseoir, pour un suivi de façon très proche, très rapprochée. Il y a un département ministériel qu'on ne voit pas beaucoup, le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Exactement, ce département ministériel devrait aussi intervenir. Et il intervient même parce que, disons, après donc ces politiques, après la révision du document de stratégie pour la croissance, et l'emploi, les 3 ministères, je vais dire 4 ministères se sont réunis, ils ont encore réfléchi comment faire pour davantage propulser, impulser, encourager l'éducation, l'accès à l'éducation. Il y a eu donc le MINEFI, parce qu'il fallait financer l'éducation. Il y a eu le ministère de l'enseignement secondaire, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'éducation de base et le ministère de la formation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Parce que, voyez-vous, ce ministère ne peut pas être exclu. Parce que la finalité d'une formation, c'est que l'individu soit épanoui financièrement à un niveau acceptable financièrement et moralement, socialement, donc personnellement. Il faut que l'individu soit épanoui et cela passe forcément par l'aboutissement d'un emploi. On va aller à l'école pour aboutir à un emploi, pour pouvoir se prendre en charge. Ces deux ministères se sont donc réunis et ils ont encore élaboré davantage des politiques pour permettre à l'éducation de continuer. Alors nous avons eu donc des recrutements des enseignants, des recrutements qui continuent jusqu'à présent, des enseignants au primaire comme à l'université. Il y a un recrutement spécial. On n'est pas au chef de l'État depuis 2018, bien sûr, concernant les enseignants du supérieur. Voilà. Et tout récemment encore, le ministre de l'Éducation de base ordonné un recensement, un recrutement des enseignants de près de 3000. Oui, effectivement. Et tous les années, chaque année, on voit quand même des recrutements qui sont faits du côté des écoles nationales d'enseignement supérieur concernant les écoles normales. Les écoles normales, exactement. Voilà. Donc c'est dans cette politique-là, dans cette optique-là, pour davantage soutenir l'éducation, pour soutenir, pour propulser, pour implémenter encore une éducation forte, une éducation efficace. Oui, mais il y a quand même, au-delà de ce que vous avez présenté, docteur, comme cadre général, un problème se pose quand même, c'est le financement du système éducatif. On a un certain nombre de grilles qui sont offertes aux populations camerounaises et même aux étrangers. Alors,
est-ce qu'on peut penser qu'il y aurait une méthode adéquate pour cela? En fait, comment est-ce qu'on peut résoudre le problème du financement du système éducatif au Cameroun en période de crise? Voilà, déjà l'article 2 de la loi portant orientation de l'éducation au Cameroun donne déjà, liste déjà des acteurs qui participent, les acteurs de financement de l'éducation au Cameroun. On a des acteurs privés, on a des acteurs étrangers, on a le budget, on a les collectivités territoriales décentralisées qui tous apportent des financements pour développer l'éducation dans ce sens-là. Alors, financer l'éducation en ce temps de Covid où tout le monde pratiquement a été touché, toutes les activités, même l'État a été touché de façon économique, financière, c'est un véritable problème, c'est un véritable défi à relever dans le contexte de la crise, parce que beaucoup de financements sont allés dans le sens de lutter contre ces différentes crises, à savoir Boko Haram, la crise, voilà, tout ça là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État se trouve un peu asphyxié ou alors un peu à bout de force. Mais néanmoins, les enfants doivent aller à l'école. Néanmoins, quelque chose doit être fait, c'est-à-dire il y a des banques qui offrent des crédits scolaires. Je ne vais pas parler du secteur privé de façon personnelle, c'est-à-dire des associations, des tontines et de tout cela. Mais il y a des banques qui offrent des crédits scolaires. Des crédits scolaires. En Côte d'Ivoire, on convoque beaucoup plus de tontines en termes de vases communicants qui permettent aux particuliers de pouvoir emprunter. Quand on convoque les tontines, ça veut dire que ce sont des associations qui se retrouvent dans les quartiers dans lesquels un tiers est inscrit et qui peut, à l'orée de la rentrée scolaire, emprunter 500 000 voire 300 000 francs du fait justement la proximité qui lierait ce tiers aux membres adhérents à cette association et à moindre coût. Or, concernant les banques, on estime beaucoup plus qu'en Afrique centrale, l'emprunt dans les banques est beaucoup plus onéreux. C'est vrai que le pourcentage, lorsque vous empruntez, le taux d'intérêt est un peu plus élevé par rapport à d'autres pays. Mais l'avantage avec le crédit scolaire, c'est que vous allez le rembourser sur une période de 9 mois. Voilà, une période de 9 à 10 mois. Exact. Ce qui vous laisse encore un peu de temps pour repréparer ou alors recommencer à envisager l'autre année académique, l'année académique suivante. Mais je crois que c'est aussi une façon de faire tourner l'économie, c'est aussi une façon de faire vivre les banques, c'est aussi une façon comme ça d'avoir des devises dans le domaine financier. On ne peut pas s'en passer des crédits scolaires, même si le taux d'intérêt est un peu plus élevé, mais on ne peut pas s'en passer des crédits scolaires parce que c'est ça qui fait vivre l'économie. Docteur, vous convoquez ici le financement du crédit scolaire. Mais alors, comment faire donc justement pour réguler ce secteur, c'est-à-dire le secteur du financement du crédit scolaire? Que faut-il faire puisque justement, on a l'impression que ce secteur est ouvert à plusieurs prébendes. On a d'un côté, à notre droite, on peut le dire, des banquiers véreux, et à notre gauche, si on peut également l'estimer, des tontines assez véreuses. Que faut-il faire donc justement pour pouvoir réguler ce secteur? En tout cas, l'État camerounais il y a une réglementation sur les mouvements financiers et banquiers et tout ça là. Et l'État aussi a laissé la main, n'est-ce pas, à ces petits, je ne vais pas dire petits pour dire qu'ils sont... Ces opérateurs. Voilà, ces opérateurs privés, des microfinances, des caisses d'épargne, pour essayer de permettre à tout un chacun de se préparer
pour permettre à tout un chacun, même s'il n'est pas fonctionnaire, même s'il n'est pas travailleur de façon régulière et permanente, de pouvoir épargner quelque chose, de pouvoir s'en sortir, de pouvoir assurer la scolarisation de son enfant. De plus, la gratuité de l'éducation est encore d'actualité. Malgré l'APE, qui impose une adhésion assez onéreuse. La véritable difficulté dans le domaine du financement de l'éducation, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est qu'il faut que chaque parent soit un peu conscient de l'importance de l'éducation. Il faut que chaque parent soit important. Et le véritable problème, c'est que de nos jours... Voltaire disait qu'un homme qu'on enseigne, un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Bien sûr, c'est ça que je disais tantôt dans mes propos préliminaires, que l'éducation est très importante. Éduquer des personnes, c'est gagner des hommes. C'est des hommes qu'on prépare, des futurs hommes qu'on prépare pour la gouvernance, pour la gestion de l'État et pour permettre à tout un chacun de mieux vivre. George Fitzgerald Kennedy disait à son époque, le jour où il a salué le président Roosevelt, il a compris qu'il pouvait être le président des États-Unis aussi. C'est-à-dire qu'il était élève en secondaire dans un lycée La Place aux États-Unis. Il a salué le président à l'époque. Et il s'est dit que lui aussi pourrait être président. Et un jour, il est devenu président. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est des ambitions comme ça que les enfants nourrissent et puis ils arrivent à les réaliser. Je disais donc tantôt, dans la véritable difficulté dans le domaine de l'éducation, ce sont des écoles publiques. Oui. Parce que c'est la gratuité de l'école publique. La gratuité concerne beaucoup plus l'école publique. Et les écoles privées, vraiment, ce n'est pas... Ils cherchent le bénéfice, ils cherchent l'intérêt. Il faut que l'État, s'il faut que l'État apporte quelque chose, s'il faille, n'est-ce pas, donner une issue, ou alors s'il faille donner une... C'est vrai que l'État est en cours de financement, il y a beaucoup de dépenses qui ont été faites dans le sens de résorber la crise, et ainsi de résorber la crise. Mais je me dis que il faut davantage, dans les périphéries des grandes villes, des grandes métropoles, construire, n'est-ce pas, des écoles et des lycées publics pour permettre aux apprenants d'y accéder. Vous convoquez donc ici le rôle des collectivités locales aussi. Et effectivement, justement, cela revient donc aux collectivités locales, n'est-ce pas, de prendre en charge, de prendre en main ce côté de l'éducation, parce que voyons ce côté-là aussi, il leur revient, c'est de leur charge aussi. Au regard du projet des collectivités locales qui a été promulgué le 24 décembre 2019. Et effectivement, donc dans les périphéries, il faut que les collectivités territoriales, ils peuvent aussi demander l'appui de l'État, cela n'est pas exclu, mais qu'ils essayent de voir comment est-ce qu'ils peuvent construire des écoles publiques pour permettre, n'est-ce pas, à tout le monde, à tous les apprenants d'y accéder. Parce que les écoles privées, vraiment, ce n'est pas donné à n'importe qui. Les pensions ne sont vraiment onéreuses. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas que l'État n'a pas sévi ou harmonisé les sommes dans les inscriptions, mais eux aussi ils cherchent les bénéfices, ils ont le personnel à payer et tout ça là. Donc il faut que les collectivités construisent des écoles publiques dans les périphéries, même si un enfant quitte la ville, la grande métropole, et que le matin il peut se rendre à la périphérie pour suivre des enseignements et revenir. Cela arrangerait vraiment, soulagerait la situation. C'est vrai que cela, je pense, est en train d'être implémenté avec la régionalisation, avec le conseil régional qu'on a tout récemment mis sur pied. Donc, nous espérons que dans les années à venir, comme les politiques de l'éducation s'étalent sur une durée de 10 ans, disons en 2021, en 2023, 2020. Voilà. Maintenant, 2020 à l'horizon 2030, nous aurons encore
beaucoup de grandes surprises très agréables à ce propos. Alors, on évolue et vous convoquez quand même des politiques de développement aussi bien personnelles qui concernent justement l'encadré que l'encadreur. Alors, docteur, on évolue. Que faut-il faire donc pour vous? Quel est le remède qu'il faut administrer pour avoir un système éducatif camerounais plus résilient et qui serait justement au service de la consécration de l'état de droit et du développement humain? Sur ce propos, un système éducatif plus résilient. Vous savez, le monde évolue. Le monde évolue et les États, même le Cameroun, est appelé à s'arrimer, est appelé à être dans cette mouvance-là, de l'évolution du monde. Il y a un système, il y a une innovation dans le système éducatif qui est, je ne veux pas dire l'informatisation de l'enseignement, mais la numérisation de l'enseignement. C'est vrai que d'aucuns vont évoquer le problème de l'électricité qui n'est pas assez suffisant au niveau de l'arrière-pays, au niveau des régions. Mais il y a des plaques solaires, il y a des avancées dans ce domaine des plaques solaires, de l'utilisation de l'énergie solaire renouvelable, qui peut nous aider, n'est-ce pas, même au fond du village, à un apprenant d'être aussi au parfum de ce qui se passe, de la nouveauté dans le domaine éducatif. Il y a des avancées qui sont en train d'être implémentées sur le domaine éducatif. Donc, il faut garder espoir, il faut penser que ça évolue. Ça évolue. Ce n'est pas Paris ne s'est pas construit en une année, ni en un jour. Ça va arriver. Mais d'aucuns disent que tout chemin mène à Rome. Je ne suis pas de cet avis de tout chemin mène à Rome, mais je suis d'avis que Paris ne s'est pas construit en un jour. Tout doucement, le Cameroun est en train d'avancer dans l'informatisation des enseignements, des études et des enseignements. Donc je pense que ça arrive, ça vient tout doucement, même si ça va prendre encore un peu de temps, avec la régionalisation, la décentralisation qui s'accroît, qui davantage vraiment est en train d'arriver au grand galop là, ça va venir, l'éducation. Oui, vous avez convoqué, docteur Marie-Christine, un certain nombre de conséquences, on peut même dire négatives, des impacts, si vous préférez, qui sont inhérentes aux crises qui se font voir dans le système éducatif camerounais. La question donc est de savoir si, à l'orée de ces crises, on devrait revisiter le système éducatif camerounais. Quelle est votre appréciation par rapport à cette problématique? Doit-on à tout prix, à tous les prix, revisiter le système éducatif camerounais? Évidemment, évidemment. Sinon, pourquoi? Justement parce que le monde évolue et le Cameroun doit s'arrimer, doit entrer dans la mouvance. Actuellement, on parle de téléenseignement, on parle des enseignements à distance. La visioconférence, voilà, l'enseignement. Voilà, donc c'est des choses qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut pas les ignorer, on va faire avec et on va davantage les développer pour permettre, pour s'arrimer au standard international, pour s'arrimer à la nouvelle donne. Le système éducatif, certainement, il doit être revisité, peut-être dans sa législation, peut-être, mais est-il dit, il faut, je ne pense pas, parce que lorsque nous regardons la loi sur l'orientation de l'éducation, il n'y a pas, tout cela n'est pas prévu, Maintenant, avec la difficulté, on est confronté à la difficulté, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas évoluer
en les ignorant. Donc, le système éducatif camerounais doit prendre en compte, doit insérer le téléenseignement, la visioconférence et tous ces trucs-là pour permettre, n'est-ce pas, aux apprenants d'être toujours à la pointe de l'enseignement, à la pointe de l'information, à la pointe de ce qui se passe à l'extérieur, du développement socio-économique qui est à l'extérieur. Je pense que le système éducatif camerounais doit aller de l'avant, doit se revoir dans ce sens-là et intégrer toute cette nouvelle donne dans sa législation. Si on convoque en droit à l'éducation, docteur, on convoque quand même un principe aussi, c'est l'équité. Mais on constate quand même un fait, c'est que depuis la résurgence de ces, on peut le dire ici, phénomènes de crise sociale, on assiste à la montée en puissance des disparités en milieu scolaire. Disparités sociales, on convoque parfois des identités sociales, riches, pauvres, identités tribales telle ou telle, et même scolaires, il faut le dire, parents issus d'une famille plus scolarisée, et ainsi de suite. Alors, la question est donc de savoir comment est-ce qu'il faut donc faire justement, pour identifier ces disparités, 2, les résorber, et enfin, quelles peuvent être les causes de la définition ou alors de la résurgence, la l'émanation de ces disparités en milieu scolaire? Les disparités en milieu scolaire. Moi, je l'ai pas. Il y a un ami qui l'a subi, par exemple, en 2002, du côté d'un lycée, du côté de Douala, qui a été pratiquement déshabillé parce qu'il était nouveau dans l'établissement. À l'époque, on appelait cela travail manuel, et ses amis ont décidé de le mettre à poil. Ils ont enlevé sa tenue parce qu'ils étaient plus nombreux que lui et plus forts que lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut donc faire pour endiguer ce genre de phénomène? Malheureusement, ce sont des déviances que l'on constate dans les milieux scolaires, les déviances des jeunes. En fait, la législation sur le droit à l'éducation ne prévoit pas ce genre de choses. L'éducation, c'est l'éducation pour tous, ni il n'y a pas une discrimination liée à ton obédience, liée à l'obédience de tes parents, liée à tes tendances politiques, surtout que le Cameroun est un État laïque, à tes préférences politiques, à tes opinions religieuses, philosophiques. Tout cela n'a pas lieu d'être dans le milieu de l'enseignement. Ce sont juste des déviances. On déplore davantage ces déviances toutes ces dernières années au Cameroun. Vraiment, ça ne va pas. La jeunesse est en train de se laisser influencer par des stupéfiants qui les mettent hors d'état d'être des apprenants dont on s'attend à recevoir dans la société. Alors, de ma part, de mon humble avis, je pense que l'État peut toujours faire quelque chose. L'État peut toujours, dans chaque établissement, ou alors à proximité des complexes scolaires, créer un poste de police, un petit poste de police pour veiller à la sécurité, pour veiller à ces déviances-là. Ce n'est pas exclu. Je peux m'aller plus loin avec des tueries qui se passent dans des établissements. On a vu tout récemment un élève qui a poignardé son encadreur, et parfois des harcèlements qui proviennent des encadreurs vis-à-vis des élèves aussi. Voilà. Déjà, des harcèlements des encadreurs vis-à-vis des élèves, c'est déjà des attitudes proscrites et condamnées par la loi sur l'éducation au Cameroun. C'est déjà des déviances condamnées. Le milieu éducatif devient-il donc justement un état de nature, tel que décrit par Thomas Hobbes dans son ouvrage sur le Léviathan? Assurément pas. L'homme devient loup pour l'homme. Assurément pas. C'est pour ça que moi je penserais même à
à vraiment construire, hein. Peut-être chaque matin à placer un policier, un homme en tenue à l'entrée d'un établissement. Oui, à l'entrée de l'établissement, contrôler, associer les hommes de la sécurité dans des écoles, dans des lycées, dans des écoles primaires, je pense bien. Surtout qu'on constate que dans ces milieux éducatifs, on rencontre des bandits à grand chemin. Dans ces établissements qu'on citait, on a vu quand même de personnel des lycées retrouvés à travers des fouilles. Des cannabis, des couteaux, des armes blanches, et ainsi de suite. Alors, au-delà du constat de ces entraves, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme remède afin que l'État puisse justement s'en approprier pour trouver des solutions à cet art? Il y a déjà ce que j'ai évoqué là, à savoir la sécurité. Oui. Accentuer la sécurité. Oui. Et il y a aussi ce que je veux dire, la conscientisation de la société. C'est très important. Lorsque nous savons que l'éducation, ce n'est pas une affaire d'un individu, c'est une affaire de toute la société entière, le parent doit être conscient que mon enfant, il va à l'école, c'est pour apprendre, ce n'est pas pour faire du désordre. L'enfant lui-même, à son niveau, doit déjà aussi être conscient que s'il va à l'école, c'est pour devenir, c'est pour être utile à la société. Et l'éducateur, aussi à son niveau, doit être conscient que s'il est là, ce n'est pas pour gagner son argent forcément, mais qu'il soit soucieux de l'avenir de l'apprenant, qu'il soit soucieux du développement de son pays. C'est alors là que nous allons tous arriver à un meilleur résultat. Je vais prendre un exemple, je crois que c'est à Obala, ou à Okola, où il y avait eu une fouille, il y avait eu un séminaire, parce qu'on avait constaté que les élèves, les apprenants, vraiment c'était devenu insupportable, incontenable. Les étudiants, les élèves, je vais dire autant pour moi, les élèves, les apprenants, ils venaient pour eux à l'école faire leur deal. C'est des sensibilisations qu'il faut faire. Et lorsque je prends donc cet exemple de, je crois au Okola, et Obala. Voilà. On avait associé des hommes en tenue, des policiers pour faire la fouille. On était obligé parce que c'était devenu un danger pour la société, pas seulement pour le système éducatif ou bien pour le domaine de l'éducation, mais pour la société entière. Vous ne pouvez pas vous faire de l'argent sur le dos des enfants, parfois qui ne connaissent même pas de quoi il s'agit, parfois qui ne sont pas vraiment assez conscients, mais ce sont des jeunes qui n'ont pas pu continuer avec les études, qui sont au chômage dans le quartier, qui ne veulent pas faire quelque chose d'utile de leur temps. Ils se mettent à vendre, à dealer, à introduire des stupéfiants comme ça dans les... Donc il faut encore un travail au niveau de l'éducation civique et morale. Je pense bien, comme cours, comme enseignement, il faut encore mettre un point, il faut encore s'accentuer sur cet enseignement. Et je pense que ce n'est pas exclu que même le service militaire, comme on voit dans d'autres pays, d'introduire cela juste pour recadrer les jeunes, pour les faire savoir qu'ils sont... L'État compte sur eux, ils sont l'avenir, le fer de lance de la nation. Ça veut dire qu'on les tient, on les projette dans le futur pour construire, pour assurer la pérennisation de l'État et de l'être humain dans la société. Je pense que la conscience, on appelle ça comment là, les séminaires et formations. Les séminaires de formation, de sensibilisation doivent être organisés dans les établissements pour un peu attirer l'attention de nos jeunes apprenants, de nos jeunes frères, de nos enfants à prendre au sérieux l'éducation et à comprendre que le chemin qu'ils veulent emprunter concernant les stupéfiants, ce n'est pas un chemin qui va les amener à la réussite, au succès.
Et les familles, alors, quel est le rôle des familles? Bien évidemment, les familles ont aussi une part dans cette sensibilisation, dans cette conscientisation des enfants. L'éducation va d'abord à la maison, avant que l'enfant n'aille à l'école à 3 ans ou 4 ans ou 6 ans. Il est d'abord éduqué à la maison, comment on dit bonjour, comment on respecte. Le cadre familial n'est pas à négliger, à exclure dans la formation, dans l'éducation du jeune. Bien sûr, le parent, la famille doit aussi intervenir, doit donner aussi une éducation déjà à la maison avant que l'enfant ne parte à l'école acquérir des connaissances académiques, des connaissances livrex dont je pense. On constate quand même que dans cette logique, qu'il y a donc des perdants. Alors, qui peuvent en être? Oui, qui peuvent en être? Les perdants, on peut les identifier en catégorie et en classe? Bien évidemment, dans un contexte de crise, l'éducation qui en subit, il y a bien sûr des perdants. De façon générale, d'abord, il y a la société tout entière, la société qui perd des valeurs. Et ses valeurs. Voilà. De l'autre côté aussi, il y a l'État qui est en train de perdre aussi des hommes, des personnes. Et on est en droit de se demander, mais si l'État est en train de perdre ses hommes et toutes ses valeurs, comment est-ce que les autres, on ne va pas voir, c'est la télé qui éduque l'enfant, c'est la télé les films, c'est les dessins animés. Comment est-ce que ça ne va pas avantager? La société est perdante, même l'apprenant est perdant. Même l'apprenant est perdant, l'État est perdant. Et du coup, dans un système, il y a plusieurs acteurs. Tout le système éducatif perd en crédibilité, peut perdre aussi en excellence. Donc, on ne va plus voir des enfants excellents qui excellent dans certains domaines pour le développement du pays. Donc, la société entière est perdante. Je vais dire comme ça. La société entière est perdante. Nous tirons vers la fin. La Cambie nous fait justement des signes. Alors, docteur, nous sommes en train de sortir de cette thématique qui est, il faut le dire, au regard des réactions dans les réseaux sociaux fort courues. Qu'est-ce que vous pouvez donc donner comme conseil à la famille éducative, un mot à la famille éducative camerounaise et même mondiale dans son ensemble? Il y a quelque chose, lorsque j'ai lu cette thématique, il y a quelque chose que j'avais remarqué et que j'ai voulu partager ici comme étant un conseil, comme étant un mot de fin. Lorsque, dans on les appelle années, ça parfois les recommandations. Voilà, des recommandations. Lorsque j'étais encore étudiante à niveau 1, niveau 2, il y avait chaque année, chaque rentrée, il y avait une messe qui était dite à la cathédrale en l'honneur des élèves, en l'honneur de ceux qui vont aller à l'école. Il n'est toujours pas exclu que les uns et les autres copient et perpétuent cette coutume-là pour recommander au Très-Haut de notre année, quelle que soit la difficulté que nous avons. Des cultes d'action de grâce? Pas forcément culte d'action de grâce, mais des recommandations. Je vous dis, chaque année à la cathédrale, une messe était dite en l'honneur des étudiants qui vont reprendre pour le lancement de l'année académique, qui vont reprendre. Et en dehors de cela, donc, je vais dire... Placer Dieu au centre, alors? Pardon? Placer Dieu au centre. Bien sûr, placer Dieu au centre. Et je veux aussi dire aux uns et aux autres, prudence, la prudence. Il faut veiller, veiller. Pour les parents, il faut veiller lorsque les enfants vont à l'école. Pour l'apprenant lui-même, il faut veiller. Il faut qu'il regarde qui le côtoie, qui est proche de lui,
qui regardent. Et c'est ainsi que chacun sera... Sécuriser aussi les moyens de transport des élèves et des étudiants. Et bien sûr, c'est pour ça que je parlais de veiller. Et même des endroits, comment on appelle ça, des voies, des moyens d'habitation. Oui, oui, il faut veiller. Lorsque tu sors le matin, il faut veiller, il faut voir quel est le véhicule que tu vas emprunter, quel est le moyen que tu vas emprunter pour arriver. C'est pour ça que moi, je conseillerais pour la proximité de l'éducation, du lieu de l'éducation aux apprenants. Ça nous éviterait des longues distances à parcourir, des accidents et tout ça. Vous vous rappelez justement du sketch de ce monsieur-là, paix à son âme aujourd'hui, qui est parti, qui, à son époque, avait réussi à récupérer le bulletin de son fils. Ce vaillant comédien, de la République du Cameroun. Ah, oui. Et à la fin, son fils, qui lui disait qu'il avait eu 20 sur 20, mais à la fin, il était retrouvé en train d'être exclu. C'est ce que vous demandez comme conseil aux parents? De veiller, effectivement. Il faut veiller. C'est pas exclu, il faut veiller. Il faut veiller, il faut suivre de très près, il faut collaborer. Il faut suivre de très près l'évolution de ton enfant, l'évolution de... Jean-Michel Cancan? C'était lui, exactement. Exact. Avec son fils Jean-Roger, je pense. Ok, c'est ça. Donc, c'est culture juridique qui tire à sa fin. Nous avions aujourd'hui comme invité le docteur Marie-Christine Etembe, spécialiste du droit public et enseignante des universités au Cameroun. Nous vous disons un bon début de week-end, bon vendredi et à vendredi prochain.